Bonjour à toutes et à tous, ici Moontoru, j'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce mercredi matin. Comme d'habitude, on va se faire un petit point sur le marché crypto. Que s'est-il passé? On va parler de la SEC, on va parler de Ripple, on va parler de Bitcoin et on finira par BlackRock qui vend du BTC pour acheter de l'Ether. Oui, vous avez bien entendu, c'est la grosse nouvelle du jour qui est tombée, donc on va faire le point. On va regarder un petit peu pourquoi, comment, qu'est-ce que ça implique pour le futur et quelle est la stratégie globale des gros acteurs institutionnels selon moi. Bien évidemment, on voit qu'on a une map qui est rouge sur la semaine, sur la journée on est plutôt vert, sur le mois également on est plutôt dans du vert. Donc ça souligne parfaitement le fait que sur le court terme c'est pas ouf, sur le long terme c'est bullish. C'est parti. Et on commence avec ce premier article, on a la SEC qui vient de déclencher une énorme polémique dans l'écosystème crypto. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le 29 mai, elle a publié une note affirmant que certains services de staking ne seraient plus considérés comme des titres financiers. Vous savez, c'est le fameux débat entre securities et commodities. C'est un virage réglementaire majeur parce que jusqu'à présent, la SEC considérait ces services comme des valeurs mobilières qui devaient être enregistrées. Cette nouvelle position permettrait d'alléger le cadre juridique pour des blockchains en proof of stake comme Ethereum ou Solana. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais le problème c'est que cette décision contredit plusieurs décisions de justice, notamment dans les affaires opposant la SEC à Binance et Coinbase. Donc elle remet donc en cause toute la cohérence juridique mise en place jusqu'ici par la SEC. Donc on a John Reed Stark, qui est un ancien cadre de la SEC, qui a violemment dénoncé cette décision, parlant d'une honteuse abdication de la mission de protection des investisseurs. Et ce n'est pas le seul, on a la commissaire Caroline Crenshaw, qui a elle aussi exprimé des doutes. Elle pointe du doigt une interprétation floue du test de Honey qui est principalement utilisé pour définir ce qu'est un titre financier. Donc en gros, pour résumer, rien de bien grave, on a juste une décision qui a fragilisé potentiellement la crédibilité de la SEC. Donc d'un côté, elle veut accompagner l'innovation, mais de l'autre, elle crée l'incertitude juridique, ce qui pourrait bien pousser certains acteurs à chercher des juridictions plus souples à l'étranger. Donc le risque, c'est qu'on ait une fragmentation du marché, une perte de confiance des investisseurs. Évidemment, c'est sur du court terme, mais ce débat, il met en lumière quelque chose de super important. Il montre à quel point il est difficile d'adapter des règles traditionnelles à un secteur aussi rapide, évolutif et décentralisé que celui des crypto-monnaies. Et donc ça nous rappelle que tout va pas se faire en une semaine et que tous ceux qui attendent la moindre news pour voir une explosion du marché, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait un cadre juridique, il faut que chemin se fasse, il faut qu'il y ait vraiment une adoption qui se fasse petit à petit. Ça viendra pas d'un coup d'un seul. Évidemment, on va certainement avoir des événements qui vont accélérer massivement cette adoption. Mais quoi qu'il en soit, quand on parle de réglementation, de flux de capitaux, d'innovation, tout ça, ça prend du temps et c'est important de le rappeler. Autre grosse nouvelle, ce matin, on a Ripple qui continue son offensive mondiale. Donc on a le stablecoin RLUSD de Ripple qui avait déjà été lancé en Corée du Sud, qui vient de recevoir un feu vert majeur. Il pourra désormais être utilisé aux Émirats Arabes Unis. On sait que les Émirats sont plutôt crypto-friendly et c'est une bonne nouvelle pour nous en tant qu'investisseurs, évidemment. Donc, le régulateur financier de Dubaï, le DFSA, a validé son usage dans la zone de Dubai International Financial Center, une zone économique spéciale qui héberge plus de 7000 entreprises. Et ce n'est pas qu'un détail, cette décision confirme l'intérêt croissant des entreprises locales pour les paiements numériques et les cryptos. Donc le RLUSD sera utilisé pour plusieurs choses. Donc déjà pour les paiements transfrontaliers, pour la gestion de la trésorerie, pour les flux financiers divers, et il rejoint donc l'USDC et l'EURC qui sont déjà approuvés dans la région. Mais ce n'est pas tout. Ripple a également annoncé des partenariats avec la banque Zand, la plateforme fintech Mamo et même Dubai Land Department pour intégrer sa technologie de tokenisation immobilière directement sur le XRP Ledger qui est la blockchain de Ripple. Le Moyen-Orient devient donc une zone plus en plus, une zone stratégique pour Ripple qui s'impose peu à peu comme un pilier de la finance numérique mondiale. Et ce genre de développement sur le terrain, c'est souvent un meilleur catalyseur pour le prix de l'XRP, tout simplement. Donc on a parlé d'Ethereum, Solana rapidement, on a parlé également de XRP, maintenant on va parler de Bitcoin parce que je trouve cet article intéressant. Mais faut pas tout mélanger et je sais les conséquences qu'il peut avoir. On a Bitcoin qui clôture son meilleur mois. Le mois de mai était un mois exceptionnel, on a eu plus de 11% sur BTC, de hausse par rapport au prix d'entrée et à la clôture. Mais on a des signaux de retournement qui sont en train de se multiplier, donc on pourrait potentiellement partir à la baisse. Qu'est-ce que c'est? On va voir ça ensemble. En fait, c'est un moment symbolique.
ce mois de mai qui confirme la force de la dynamique haussière mise en place par Bitcoin. Mais derrière ce record historique, eh bien, on a des signaux de retournement qui se multiplient. Donc, on a des points positifs. Donc, le BTC a réussi à clôturer la semaine au-dessus des 104 500 $, qui est un niveau clé scruté par les analystes. On a plus 11% sur le mois, malgré un repli en fin de période. Et surtout, on a les données de CoinGlass qui montrent que la majorité de la liquidité est située au-dessus du prix actuel avec, c'est le graphique que vous avez ici, avec une cible potentielle vers les 113 000 $ dans les semaines à venir. Mais attention, le RSI commence à diverger, c'est un signal classique de possible essoufflement. On a les baleines qui ont adopté un comportement de distribution pendant que le retail reste encore en retrait. On a le marché de l'emploi américain qui montre des signes de faiblesse, ce qui rend les décisions futures de la Fed beaucoup plus incertaines et beaucoup plus complexes. Et ça s'ajoute à un facteur politique majeur qu'on connaît tous, Donald Trump qui aurait convoqué Jérôme Powell, président de la Fed, pour lui mettre la pression et obtenir une baisse des taux d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'on a l'inflation qui ralentit alors que les taux sont toujours à 4,5 points, donc toujours très élevés. Et donc, la conclusion de ça, finalement, c'est quoi? C'est que le marché, il reste haussier, la structure technique est encore solide, mais les signaux de retournement sont encore là, et dans ce contexte macro, la prudence est de mise. Bitcoin est puissant, mais il est aussi fragile. C'est grosso modo ce que dit cet article hyper complet, vous pourrez aller checker de votre côté, on a pas mal de data. Sauf que pour moi, ça nous ramène toujours à une problématique majeure, qu'on retrouve trop dans l'écosystème crypto à mon goût, c'est en fait qu'on est toujours ramené sur du court terme. On nous parle toujours de court terme, et surtout quand on lit les news, forcément, on a des journaux, on a des sites qui font très bien leur travail, qui nous donnent toutes les actualités, mais quand on est un retail, quand on est un particulier, qu'on a sa vie, ses problèmes à gérer, qu'on n'est pas forcément tout le temps dans l'écosystème, chaque news, ça peut avoir un impact sur nos décisions. Le truc, c'est que là, on parle de court terme. Sur le long terme, est-ce que le Bitcoin va aller chercher les 150, 200, 300, 400 000 $? En fait, je sais pas combien de temps ça va prendre. Mais pour moi, on est haussier sur du très long terme. Donc, faut arriver à dézoomer. Et donc, même si on a des signaux entre guillemets de retournement, pour moi, vous connaissez ma vision. Ma vision, elle est jusqu'en septembre, octobre. Donc, pour moi, tout ce qui se passe jusqu'en septembre, octobre, c'est pas trop gênant. Et justement, je vous prépare une vidéo sur le sujet. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto si vous voulez recevoir les news qu'on publie, quand est-ce qu'on va avoir des vidéos YouTube pour vous expliquer tout un tas de sujets, rentrer en profondeur dans ces sujets-ci, avoir nos points d'entrée, avoir les actualités au quotidien, avoir un petit peu notre avis sur la crypto. C'est dans le canal Telegram, c'est totalement gratuit, vous avez le lien en description. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, si on se base toujours sur du court terme, on est toujours ramené à avoir un comportement de brindille. La brindille, quand il y a un peu de vent, elle bouge à gauche, à droite. S'il y a un randonneur qui passe, il écrase la brindille très facilement. Tandis que si vous êtes une montagne, en fait, qu'il y ait du vent, du tonnerre, de la grêle, de la pluie, peu importe, vous restez figé. Vous ne changez pas continuellement vos décisions et ce genre d'article pour moi est très dangereux pour les particuliers parce qu'au fond ce qu'il dit c'est que oui, sur le court terme on peut avoir un léger retracement mais sur du long terme c'est toujours très bullish et quand on va avoir certainement une baisse des taux qui arrivera à un moment ou un autre, peut-être ça arrivera pas là dans les 2 prochains mois, peut-être ça arrivera dans les 6 prochains mois, mais quand on aura une baisse des taux, on va avoir certainement de belles choses qui vont se passer sans compter toutes les actualités, les news extrêmement bullish qui vont se passer entre temps, qui sont déjà passées par le passé, qui sont en train de se produire dans le présent et qui vont se produire également pour moi dans le futur. Donc absolument rien de dramatique. Et on arrive avec la news de ce matin, la news qui fait peur, la news dont tout le monde parle. C'est BlackRock qui vend des BTC pour acheter de l'Ether. Donc il y a tout un article, pareil, je vous laisserai aller checker de votre côté. Ce qu'il faut retenir, c'est que on a une sortie majeure au niveau des ETF ici. Donc on a vraiment BlackRock qui a vendu, le montant c'est, vous l'avez ici, 561 millions en Bitcoin pour acheter de l'Ether. Et donc, ça nous donne la plus grosse sortie pratiquement jamais réalisée au niveau des ETF Bitcoin spot. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, grosso modo? Honnêtement, il y a des stratégies qui sont très complexes. C'est assez difficile, si vous voulez, de savoir exactement pourquoi BlackRock fait ce move. Ça peut être pour tout un tas de raisons. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que on a BlackRock qui passe du Bitcoin à l'Ether. Et c'est une information qui fait du bruit dans l'écosystème crypto parce qu'ils ont vendu 1249 BTC pour acheter 27 000 Ether. Donc il y a certains qui voient un simple rééquilibrage. Il faut capter que les institutions ne font pas qu'acheter, elles vendent aussi, elles réalisent des profits, elles ont des commissions au niveau des frais qui sont générés. C'est vraiment un écosystème extrêmement complet, extrêmement complexe. Il ne faut pas voir, encore une fois, toujours court terme. Il y a d'autres personnes qui voient ici un signe avant-coureur d'une future altizone, menée cette fois par les institutions. C'est toujours pareil, on a eu Bitcoin, une surperformance de Bitcoin dans les précédents cycles. Après, c'est surperformance d'Ether. Et après, c'est tout simplement la surperformance des altcoins. Donc pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que Larry Fink, le CEO de BlackRock, a évoqué à de nombreuses reprises
de plus en plus la tokenisation des actifs financiers, un domaine où Ethereum pourrait jouer un rôle central. Et donc évidemment, c'est pas complètement fou que BlackRock vende un peu de Bitcoin pour acheter de l'Ether. Faut rappeler que c'est le deuxième plus gros détenteur de Bitcoin. Donc 560 millions, ça peut paraître énorme, mais à l'échelle de BlackRock, c'est rien du tout. Donc c'est peut-être tout simplement un tout petit rééquilibrage. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une excellente nouvelle pour le marché des alts. Parce que si BlackRock commence à se positionner sur Ether, ça veut dire qu'il y a une stratégie, il y a une idéologie, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Pour moi, c'est lié à la tokenisation des actifs. On a un marché de la tokenisation des actifs qui ne fait qu'augmenter, on l'a vu plusieurs fois également dans ces Morning Bull Run. Donc c'est peut-être qu'un début, mais si BlackRock commence à s'exposer à l'Ether en prévision d'un monde tokenisé, eh bien ça pourrait être un tournant majeur pour l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies. Donc pour moi, c'est plutôt une excellente nouvelle. Il faut arriver à lire un petit peu entre les lignes et comprendre que c'est pas parce que BlackRock vend un petit peu de Bitcoin que c'est la fin du monde, qu'on va partir en bear market. Pas du tout. Et après, au niveau d'un point de vue technique, ben, grosso modo, c'est pas compliqué, hein. Si vous tracez une ligne, là, je vais tracer une ligne au niveau des 100K et on va regarder, on va repérer quelque chose de très intéressant. Si vous tracez grosso modo un trait à l'horizontale ici, bah en fait, vous voyez que c'est pas compliqué. On est venu par le passé exploser un petit peu les 100 000, on est repassé en dessous, on est repassé au-dessus, on est repassé en dessous pendant un long moment. On avait annoncé, de toute façon, que ce soit dans le canal Telegram ou même sur YouTube, on vous avait dit que ça allait prendre du temps à passer parce que la zone des 100 000, c'est un palier psychologique extrêmement important. D'ailleurs, c'est pas un hasard si lors du précédent cycle, on a eu un Bitcoin qui s'arrêtait à 69 000 $ et pas à 70 000 $. C'est pas un hasard. C'est pas pour rien, parce qu'on a des paliers psychologiques sur les marchés financiers. Ça a toujours été comme ça sur tous les actifs, et Bitcoin n'échappe pas à la règle. On est venu en dessous pendant une longue période, donc grosso modo, si vous tracez, on va le faire ensemble, une sorte de rectangle, et que vous prenez toute cette partie-ci là, ben grosso modo, on était en dessous des 100 000 $. Et si on vient faire la même chose ici, ben pour moi, on va être potentiellement, on sait pas le temps que ça va prendre, on va être potentiellement sur une zone ici. Alors ça peut durer longtemps, ça peut durer aussi peu de temps parce que ça dépend du marché, ça dépend de tout ce qui se passe, mais grosso modo, on va être sur une zone où on va avoir beaucoup plus le Bitcoin qui va passer au-dessus des 100 000 et qui va à un moment donné poursuivre son ascension haussière. C'est juste ça prend du temps parce qu'on est sur le palier des 100 000 et comme je vous l'avais évoqué plusieurs fois dans les Morning Bull Run, ben en fait on a de l'argent à venir chercher ici, on a de l'argent à venir chercher également ici, on a de l'argent à venir chercher ici, c'est qu'une question de liquidité. On a une grosse zone ici donc c'est pas sûr qu'on vienne la chercher, mais en tout cas il y a plusieurs zones de confluence, je vous l'avais expliqué ici, on a la zone grise que je vous ai tracée, on a de l'argent un petit peu partout à venir chercher et donc pour moi tout ce qui se passe c'est juste sain, faut juste attendre, faut juste être patient, faut juste avoir la vision long terme. Comme d'habitude, vous rejoignez le canal Telegram si vous voulez plus de vision, plus de conseils, plus de clés, comment faire pour traiter tout un tas de sujets qui vous concernent en tant qu'investisseur crypto. Et après le reste, vous suivez la chaîne YouTube, vous vous abonnez, vous posez vos questions en commentaire et on va pouvoir vivre cette aventure extraordinaire tous ensemble. C'est la fin de ce Morning Bull Run, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Moon Taurus, ciao ciao.